Le CINERPA, c'est une confédération professionnelle qui regroupe près de 2000 EHPAD, mais aussi 160 résidences services seniors et également 600 agences de services à domicile. Et depuis peu, des établissements thermaux depuis le mois de juin 2019. Donc ces métiers en tension, nous les avons, et nous avons particulièrement un souci d'image de notre métier. L'EHPAD bashing est quelque chose de bien connu. Au départ, c'était focalisé sur les EHPAD privés commerciaux, et aujourd'hui ça a largement dépassé notre statut juridique, puisque c'est tous les EHPAD qui en souffrent. Je voyais encore il y a 2-3 jours un EHPAD en Saône-et-Loire public, l'EHPAD Fitzelmeyer, avec des piquets de grève devant l'établissement. Ils ne sont pas du tout privés commerciaux, ils sont hospitaliers. Donc ça touche tout notre secteur. Et ce qui nous conduit, parce qu'on le voit bien sûr sur les métiers en tension, puisqu'on n'arrive plus à recruter, à lancer au mois de décembre une très vaste campagne de communication. Là, on a cassé notre tirelire. Nos gros adhérentes et des gros contributeurs à ces moyens financiers considérables qu'on va mettre en œuvre, puisqu'on va faire des spots télé aux heures de grande écoute sur les grandes chaînes de télévision nationales, qui vont justement, alors là on ne va pas parler des EHPAD privés commerciaux, on parle des métiers de la prise en charge des personnes âgées dans le cadre du parcours, et chacun des spots associe une personne âgée et un soignant en situation réelle. Notre métier notre secteur professionnel a quelques différences avec les autres adhérents de la FHP. On a en commun une convention collective. Je l'ai parlé tout à l'heure de notre chiffre d'affaires. Nous avons cette chance d'avoir une pérennité qui est considérable de notre chiffre d'affaires, avec une véritable lisibilité, et particulièrement en ce qui concerne les dotations soins, puisque là, contrairement à vous, quand on voit nous notre taux d'évolution, et quand on regarde celui des cliniques, on se dit à chaque fois, mon Dieu, les pauvres. Et puisque à peu près 70% de nos EHPAD sont en convergence tarifaire, mais convergence vers le haut, et tous les ans, nous avons un peu plus que l'année précédente, ce qui est beaucoup plus confortable que, voilà, quelle chance, que ce que vous connaissez. Et depuis 2002, où on partage certaines autorités de tarification et de contrôle comme l'ARS, on a en plus les départements, ils ne sont plus aujourd'hui des autorités de tarification et de contrôle. Ce sont des véritables partenaires au quotidien qui connaissent parfaitement les EHPAD, et chaque fois que vous avez une affaire dans la presse avec un EHPAD privé commercial, le premier des défenseurs était en général l'Agence régionale de santé. On l'a vu ici avec l'EHPAD de Foucheran qui a défrayé la chronique l'année dernière. Tous les contrôles de l'ARS, je ne veux pas dire on blanchit cet établissement, mais on montrait qu'il n'y a pas des défaillances sur le plan de l'organisation, sauf de l'hébergement temporaire qui n'était pas tout à fait déclaré. Donc les métiers en tension, on les connaît comme vous, c'est sur toute la chaîne, puisque nous avons à peu près les mêmes métiers, vous l'avez montré tout à l'heure, avec des répartitions différentes, puisque nous, notre cœur de bataillon dans le personnel, ce sont les aides-soignantes, mais on a exactement les mêmes tensions en ce qui concerne les MEDEC, ce qu'on appelle chez nous donc les médecins coordonnateurs, puisque tout EHPAD de 80 lits doit avoir 0,5 équivalent temps plein de médecins. On les a sur les infirmières, on les a sur les écoles aides-soignantes, alors que nous sommes terrain de stage. On sait tout à fait comme vous que les écoles aides-soignantes ont aujourd'hui des formations qui sont vides à 30 ou 40%. On a peut-être un peu moins de tension sur le métier infirmière, mais nous les avons. On constate comme vous des inégalités territoriales. Au sein du réseau Résilia, nous avions un EHPAD à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, qui est ouvert en même temps qu'un EHPAD à Dijon. On se dit que Dijon est peut-être plus attractif que Charleville-Mézières, mais là-bas, nous avions, je crois, 18 postes d'aides-soignantes et nous avions eu 80 candidats. À Dijon, on avait 28 aides-soignantes, on avait dû avoir 15 candidats. Donc on disait à nos aides-soignants des Ardennes, dites, vous ne voulez pas venir à Dijon, jolie ville universitaire, capitale de la Bourgogne, Ardennais, cœur vaillant, ne quitte pas ces Ardennes. Voilà. Et vous aviez là-bas des aides-soignantes qui étaient au chômage, des infirmières qui étaient au chômage, alors qu'on avait ici des carences de postes dans cette belle ville de Dijon. On voit aussi des carences, même en dehors. Tout à l'heure, vous avez souligné l'évolution des métiers. Je vais parler d'un métier tout bête chez nous, qui était l'agent d'entretien.
Aujourd'hui, autrefois, l'agent d'entretien était là pour déboucher des WC et puis repeindre une chambre. Aujourd'hui, c'est un vrai technicien, c'est un professionnel de la santé, un professionnel de la technologie dans des établissements médico-sociaux qui sont au type J, qui doit maîtriser parfaitement une centrale de sécurité incendie, qui doit maîtriser parfaitement la prévention de la légionellose. C'est plus le simple technicien que nous avions autrefois, et nous avons des vraies difficultés de recrutement de ces professionnels également. Donc on travaille sur ces métiers-là. La VAE était pour nous un temps, je ne veux pas dire la solution idéale, mais a été une véritable solution dans laquelle nous nous sommes engagés, qui a porté ses fruits. On a mis en place également, au niveau du CINERPA, dans certaines régions, les notions d'apprentissage, des créations d'écoles d'aides-soignantes. Mais j'étais hier avec notre délégation départementale dans la Nièvre, et la phrase que nous sort le département à nos adhérents: est-ce que vous pensez à faire le point avec les CADA, les centres d'accueil d'urgence pour les immigrés? Parce que dans des immigrés qui arrivent... d'accueil pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile. Désolé. Non, mais la précision est juste. Dans les demandeurs d'asile, vous pouvez avoir des médecins kurdes qui peuvent peut-être remplir des fonctions d'aide-soignants dans les établissements, etc. Ils en sont jusque-là. Aujourd'hui, les postes sont pris en charge par des faisans fonction, c'est quelque chose que nous connaissons bien, que les ARS autrefois nous vilipendaient en disant mais ce n'est pas normal, c'est un scandale. Je dois vous dire aujourd'hui qu'ils n'ont que peu de difficultés à accepter dans les postes d'aide-soignants des faisans fonction d'aide-soignants. Avec des réactions tout à fait différentes sur certains métiers, notamment les kinés, où des ARS, comme ici en Bourgogne à l'origine, avaient pris en charge les étudiants qui faisaient l'UFR-STAPS avec les activités physiques adaptées sur des postes de kinés dans les EHPAD. Ce que nous notons aujourd'hui sur les notions de pénibilité, bien évidemment, elles sont prises en charge sur toute la chaîne. Déjà, sur la notion d'accueil d'un nouveau collaborateur, je crois que dans tous nos établissements, on travaille considérablement là-dessus, sur la réamélioration globale des conditions de travail et des conditions d'accueil, les salles de pause, les salles de repos, etc. Pénibilité particulière du métier d'aide-soignant, je dois le dire, c'est un des métiers les plus difficiles qui existent, particulièrement donc en gériatrie, dans l'accueil des personnes âgées, puisque les toilettes sont source de troubles musculo-squelettiques. Nous avons installé des rails au plafond dans nos chambres qui viennent remplacer les lèvres malades, parce qu'autrefois on achetait des lèvres malades et vous aperceviez qu'ils étaient toujours dans un local de rangement, on ne s'en servait pas. Aujourd'hui, on met des rails au plafond, on met un moteur par chambre pour qu'ils ne nous disent pas « j'ai pas fait la chambre de Madame Dupont parce que le rail était dans la chambre de Madame Durand et le temps que je décroche, j'avais déjà fini la toilette ». Donc c'est un moteur par chambre. On ne voit pas de baisse dans les maladies professionnelles à ce niveau-là. On ne voit pas non plus de baisse déclarée dans la notion de pénibilité. Cette notion de pénibilité, elle est toujours là. Vous avez parlé tout à l'heure également d'inadéquation des métiers par rapport à l'évolution de la prise en charge des pathologies. Nous constatons naturellement l'évolution de ces pathologies, puisque vous savez que nous on mesure chez nous à la fois les pathologies et la dépendance à travers deux outils, la grille Agir et la grille Pathos. Nous constatons une évolution qui est tout à fait linéaire de la prise en charge. On prend en charge des personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes. Les maladies neurodégénératives sont très prégnantes chez nous. Autrefois, un EHPAD de 80 lits avait une unité Alzheimer. Aujourd'hui, c'est 2 unités Alzheimer plus une unité de grande dépendance. L'unité de grande dépendance est en fait pour ceux qui ont perdu toutes les actes, toute possibilité de faire seuls ou même accompagner les actes de la vie quotidienne. On travaille également beaucoup sur la notion de trajectoire et de parcours. Vous en avez parlé sur cette nécessité de faire travailler ensemble des professionnels de santé. Nous, ce n'est pas simplement des professionnels dans les métiers, mais c'est des professionnels avec des notions d'établissement différents. Hein. Quand on arrive avec un EHPAD à travailler avec un service d'urgence ou un service de gériatrie universitaire ou dans un autre hôpital, de dire est-ce qu'on peut avoir un lien direct avec le service plutôt que d'avoir une personne âgée qui
qui va sortir d'un EHPAD pour une hospitalisation programmée par un service d'urgence où ils vont rester pendant 8 heures sur un brancard. Oui, on a ces interactions dans nos formations de gérontologie, avec y compris des administratifs aussi, enfin des gens... Oui, parce qu'il faut que l'appareil administratif soit d'accord pour que les urgences soient, entre guillemets, squeezées et qu'on a un parcours qui soit fluidifié. Je suis très inquiet parce que ça ne marche pas partout, alors que c'est d'une telle simplicité, mais ça marchait très bien au CHU de Besançon. Changement de chef de service, ça ne marche plus. Alors que l'actuel chef de service est très connu au niveau national sur la prise en charge de la gériatrie et des soins palliatifs. Mais sur le plan pratico-pratique, ça ne fonctionne plus. Toujours travailler sur la trajectoire des personnes âgées avec les services à domicile, les médecins libéraux, où nous avons des interactions qui sont absolument colossales au quotidien. Ce que nous dénotons depuis quelques années, mais je pense qu'au niveau des cliniques, j'ai des cliniques de tout le secteur sanitaire où leur santé est de la même façon, c'est les modifications du comportement du personnel, où aujourd'hui nous avons naturellement des postes d'AS qui sont vacants, et vous avez des AS qui pointent à Pôle emploi. Nous le constatons dans nos établissements où on propose un CDI à une aide-soignante qui refuse le CDI, qui dit « mais je veux bien prendre un CDD ». Donc alors nous, on lui fait signer une lettre comme quoi elle refuse le CDI, etc. On envoie la lettre à Pôle emploi. 6 mois et quelques plus tard, cette salariée, au terme de son CDD, vous quitte. Très souvent, ça arrive au printemps, c'est étonnant. Hein. Elle va pointer à Pôle emploi pendant les mois de l'été et vous la retrouvez dans une structure ou une autre au mois d'octobre. Voilà les dessins du secteur médico-social, qui n'est pas plus brillant que celui que vous connaissez. Nous partageons les mêmes soucis.